Chers élèves, bonjour et bienvenue à vous. Nous avons la joie de nous retrouver pour ce dernier vendredi avant les congés. Cette semaine, normalement, vous auriez dû avoir 2 capsules audio. Ceci dit, j'ai pris en compte les remarques de certains qui étaient un peu débordés par la totalité du travail à faire et ces 4 semaines de confinement qu'il y a eu. Et donc il n'y aura qu'une seule capsule audio. Vous aurez remarqué qu'à la page de mardi dans le cahier de texte électronique, je vous ai mis une activité à faire. Voilà, du coup ça vous fait un travail de 30-40 minutes qui s'ajoutera à la capsule et qui a directement à voir avec la capsule audio qui suit. Vous allez passer des congés, alors pendant ces congés, il va pas falloir ne rien faire, bien sûr. Il va s'agir d'abord de mettre à jour l'ensemble des informations, la trace écrite pour ceux qui sont un petit peu en retard, et ça peut se comprendre. C'est parfois difficile d'avoir un ordinateur en même temps que tout le monde, ou on le fait avec son téléphone portable ou avec la télévision. Via YouTube, c'est parfois compliqué, donc vous avez jusqu'à la fin des vacances pour m'envoyer vos captures d'écran des cours qui sont pris à l'adresse que je vous ai donnée grâce à Pronote sur le site de la Poste. Et moi à partir de là j'ai un tableau puis je mets des croix en fonction du nom des élèves et des cours qui ont été faits. Alors le plus simple pour ceux qui n'ont pas encore envoyé leur message, ceux qui ont envoyé leur message, il n'y a pas de problème, puis s'il y a un problème je leur répondrai directement. Le plus simple, c'est vous faites un message par cours. Vous prenez par exemple le jalon 1, vous mettez le titre du cours et puis vous envoyez les photographies des captures d'écran qui vont avec ce cours. Puis vous faites un autre message avec l'autre cours et ainsi de suite. Comme ça c'est plus facile pour vous déjà et pour moi. Voilà. Eh bien attaquons le jalon 2. Jalon 2, l'information entre le marché et l'État, l'histoire de l'agence Havas et de l'AFP. Alors, le titre, vous le retrouverez évidemment dans le cahier de texte électronique, donc je ne vais pas décliner ici l'orthographe de Havas. Alors en introduction, commençons par une accroche. Alors l'accroche va être tout simplement liée à un journaliste. Ce journaliste, il s'appelle Xavier Baron, B-A-R-O-N. Pourquoi ? Parce que Xavier Baron, il a écrit un livre en 2014 qui s'appelle Le Monde en direct, de Charles-Louis Havas à l'AFP. Donc finalement, vous vous rendez compte qu'il y a un lien direct entre cet ouvrage et le contenu du cours. Donc 2014, pourquoi ? Parce que 2014, c'était les 70 ans de l'agence France Presse, de l'AFP qui était fêtée. Alors, dans son livre, Xavier Baron, donc la diapositive numéro 1 vous montre Xavier Baron en photographie chez lui avec dans les mains son ouvrage qu'il a écrit. Et dans son livre, il écrit quoi, Xavier Baron ? Il rapporte en fait une chose, il rapporte que le directeur de l'agence Havas, dans l'entre-deux-guerres, donc l'un des directeurs de l'agence Havas, il y en a eu plusieurs, mais celui qui était responsable de l'agence pendant la Deuxième Guerre, il avait rapporté une histoire. Et quelle histoire ? En fait, il avait expliqué que pendant très longtemps, l'information a circulé très lentement. Et il prenait un exemple. L'exemple qu'il prenait, c'était la mort de Napoléon Ier. En fait, Napoléon Ier, il est mort sur l'île de Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Or, l'information, elle n'a été annoncée que le 4 juillet, en Grande-Bretagne. Et puis la France, elle, à Paris, on a été au courant le 7 juillet, c'est-à-dire 3 jours plus tard. Donc vous voyez qu'il y a un délai ici très important, et c'est ce que voulait faire remarquer le responsable de l'agence, entre le moment où est intervenue la mort de Napoléon et le moment où l'information est arrivée. Et puis il prend un deuxième exemple, la mort d'Abraham Lincoln. En fait, Abraham Lincoln, il meurt le 15 avril 1865, et sa mort, elle est annoncée à Paris le 27 avril. C'est-à-dire que là, le délai s'est raccourci. Et en fait, il y a eu un demi-siècle qui s'est passé, et ce délai, il a été en grande partie raccourci par les agences de presse. Bon, pas seulement.
parce que vous avez votre cours et vous avez du recul par rapport à l'explication qui avait été livrée par le directeur de l'agence Havas et qui est rapportée ici par Xavier Baron. Vous savez qu'il y a eu aussi les progrès dans les moyens de déplacement. La révolution des transports facilite la circulation de l'information. Bon, notre problématique. Pour ce jalon 2, on se demande quoi? Ce qu'on va noter dans notre cahier. Quelle illustration de l'information comme centre d'intérêt économique et politique livre l'étude de l'histoire de l'agence Havas et de l'AFP? Voilà, c'est une problématique un peu longue, un peu complexe. Quelle illustration de l'information comme centre d'intérêt économique et politique livre l'étude de l'histoire de l'agence Havas et de l'AFP? Vous allez voir que finalement, la réponse ne va pas être si compliquée que cela. Donc, on va en grande partie faire l'étude et de l'évolution de l'agence Havas et de l'AFP. Premier point, sans perdre de vue que dans le jalon, on s'intéresse à l'information entre le marché et l'État. Donc, qu'est-ce qui relève de l'État, du marché et de la tension entre les deux. Petit 1. La naissance d'une entreprise de l'information. Premier point, Havas, une agence liée à un homme ambitieux. Bon, Havas, en fait, H-A-V-A-S, c'est un homme, Charles-Louis Havas. La diapositive numéro 2 vous montre qui est Charles-Louis Havas. Bon, Charles-Louis Havas, il est né à Rouen en 1783. C'est un Rouennais, c'est un Normand, cocorico. Bon, ça va pas changer grand-chose, mais c'est comme René Coty, de temps en temps, c'est bon de se rappeler qu'il était Normand. Ça change pas grand-chose. Et c'est... voilà, point bref. Son père, il était inspecteur de la librairie. Donc revenez sur l'introduction, c'est quoi la librairie en 1783, voilà. Et là vous l'avez. Et son père, il a conduit, entre guillemets, un Charles-Louis Havas à faire des études de lettres. Et pendant ces études de lettres, il a travaillé sur l'apprentissage des langues, notamment le latin, l'anglais, et puis évidemment il va acquérir plein d'autres compétences propres aux lettres. Sous Napoléon Ier et l'Empire, le premier empire, il participe au ravitaillement des armées impériales. Il fait du business, entre guillemets. Et la France, elle est alors sous un blocus continental, mis en place par les forces navales anglaises. Et donc pour leur ravitaillement, pour les besoins du ravitaillement, Charles-Louis Havas, il va au Portugal. Pourquoi ? Parce qu'au Portugal, il y a des bateaux qui arrivent du Brésil avec plein de choses, et l'idée c'est d'acheter du contenu et puis de l'envoyer ensuite en France. Là-bas, il va tomber amoureux et se marier d'une femme portugaise. Bon, ça c'est pour la petite histoire, c'est pas noté dans votre cahier. Et donc par son activité, il va être conduit à un constat. Le constat, c'est que pour avoir des informations plutôt que les autres, enfin, c'est pas que pour avoir, c'est que avoir des informations plutôt que les autres, c'est un moyen d'être le premier sur le marché. C'est-à-dire savoir quel navire a quoi avant les autres, c'est un moyen de gagner le plus économiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a derrière l'information, il y a un pouvoir économique. Et évidemment, il peut y avoir aussi un pouvoir politique, mais il y a un pouvoir qui en découle. Donc, son activité l'a conduit à ce constat-là. L'information, c'est quelque chose qui est précieux et qui peut donc du coup avoir une valeur marchande. Bon, il revient à Paris avec son épouse, et à Paris, il va acheter, enfin il ne va pas acheter tout seul, mais il va participer à l'achat de la Gazette de France en 1811. Gazette de France, je vous renvoie à l'introduction et aux gazettes dont on a également parlé. Bon, c'est un échec commercial, notamment après l'effondrement du régime napoléonien. Alors, il va se recycler, comme il sait parler plusieurs langues étrangères, comme sa femme parle le portugais, l'espagnol, eh bien, il va devenir traducteur d'articles de presse déjà publiés à l'étranger. C'est-à-dire que l'activité, ça va être de traduire
il y a des articles qui sont publiés à l'étranger, qui arrivent en France, bah lui il va les traduire en français. Et il va se faire payer pour cette traduction. Et en 1832, c'est la diapositive numéro 3, qui est une petite illustration de cela, il ouvre un bureau. En 1832, hein, il ouvre un bureau qui va devenir en 1835, et là la date est importante, l'agence Havas. Havas, finalement, l'agence va porter le même nom de famille que... Cette agence Havas, elle a déjà une devise forte. La devise, elle tient en 4 mots. Rapidement renseigné, virgule, renseigne rapidement. Donc, on est sur l'information et sa rapidité qui est mise en valeur ici par Charles-Louis Havas en tant qu'entreprise. Donc, on est dans une entreprise qui a mission d'informer, et d'informer plus vite que les autres, et qui fait de cette rapidité sa marque de fabrique. Deuxième point, la volonté d'être au cœur de l'information. Son activité, elle va consister d'abord à rassembler les informations qui sont en provenance du plus grand nombre de pays possible. Ensuite, de traduire ces informations et de les commercialiser, de les vendre. Le bureau, il est placé à un endroit stratégique. On est dans le quartier des imprimeurs et des journaux. L'agence, elle est aussi en face de l'hôtel du poste, enfin de l'hôtel des postes à l'époque, on dit, de l'hôtel des postes du Louvre. Et pourquoi ça c'est important? Parce que grâce à cette position stratégique, il peut récupérer quasi immédiatement les journaux étrangers et être près de clients potentiels que sont les journaux en français, qui vont être intéressés aussi par ces informations qui viennent de l'étranger pour remplir leurs colonnes. Les colonnes, c'est une allégorie pour parler des textes qui sont présents dans les journaux, qui sont en petites colonnes. Alors, petite parenthèse. Pourquoi on parle de colonnes? Eh bien, on parle de colonnes parce qu'en fait, on écrit sur des petites colonnes dans les journaux. En fait, on écrit sur des petites colonnes, c'est pour faciliter la lecture. Si tout était sur la même ligne, ça serait très compliqué pour l'œil de lire un journal où les caractères sont tout petits et sur un horizon très long, puis il faudrait revenir à la ligne sans se tromper, ça serait compliqué. Donc la stratégie qui est mise en place, c'est de faire tenir l'information sur des petites colonnes et puis de multiplier le nombre de petites colonnes. L'avantage aussi, c'est qu'on peut plier son journal et le lire plus facilement dans la rue. Enfin, dans la rue ou chez soi. Donc c'est pour un choix pratique, voilà pourquoi on parle de dans les colonnes. Revenons au cours. Ce bureau, il va aussi miser sur l'efficacité des progrès techniques. C'est-à-dire qu'on va investir, l'agence Havas va investir dans le développement de technologies de communication. Alors, au début, c'est des technologies qui paraissent aujourd'hui rudimentaires. C'est-à-dire qu'en 1840, en fait, il y a tout un réseau de pigeons voyageurs qui est développé par l'agence Havas et qui vont, l'air de rien, lui permettre d'avoir des informations qui vont arriver, par exemple, de Belgique en moins de 24 heures, grâce aux pigeons voyageurs. Donc on est ici sur un investissement qui permet à l'information de circuler plus rapidement qu'en diligence. Et puis, ou en train... une fois que le réseau ferré va se développer. Et bien justement, en parlant des trains, en 1845, on va aussi utiliser le réseau du télégraphe électrique. Donc, c'est ce réseau de télégraphe que va utiliser l'agence Havas, c'est parce que l'État l'autorise à le faire. En fait, le gouvernement, on le verra plus tard, il demande une petite contrepartie. Et ces réseaux de télégraphes qui suivent souvent les réseaux de voies ferrées, ils vont permettre aux informations d'arriver très rapidement. C'est-à-dire que parfois on a des informations qui viennent de l'agence Havas et qui arrivent avant celles des journaux dans les territoires qui sont équipés du réseau de télégraphe. L'expression qu'on développe à l'époque, c'est celle de dépêche. C'est-à-dire que l'information brute, quand elle arrive sous forme de dépêche. Bon, Havas n'est pas un homme immortel, rappelez-vous, on a dit qu'il était né en 1783. Et donc, forcément, en 1858,
sa vie arrive à son terme. Mais la société Havas va survivre à son créateur. Alors les équipements, ils vont ensuite continuer. En 1866, il y a le premier câble transatlantique qui est posé, et l'agence Havas va être sur le coup. En 1877, c'est le téléphone. L'agence Havas, elle va investir immédiatement dans la téléphonie. En 1880, la radio, même chose. Et ainsi de suite. L'agence Havas, elle essaye toujours d'être à la pointe des technologies de communication comme le père fondateur, entre guillemets, l'avait prévu. Au final, l'agence, elle tisse progressivement un réseau de correspondants qui va se consacrer à diffuser une information brute qui est non commentée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas non orientée, mais l'idée c'est ça, c'est nous on diffuse une information qui est brute et non commentée. Ce sont les journaux qui la commenteront ou qui réaliseront un traitement de cette information brute. Troisième point, un modèle fédérateur. Pour faire face au coût des transmissions télégraphiques, il y a d'autres agences étrangères qui vont s'allier avec l'agence Havas. Alors, lesquelles? On a l'agence Reuters en Grande-Bretagne, on a l'agence Wolf en Allemagne. Alors attention, Wolf avec 2 F. On a aussi plus tard l'Associated Press. Alors, Associated comme en anglais, et Press, attention, il n'y a pas de E à Press aux États-Unis d'Amérique, donc Associated Press. Et donc, ils s'allient, en fait, ils s'entendent. Ils s'entendent et ils vont se partager le globe en zone d'influence pour diffuser ces dépêches, ces informations. En fait, les grands groupes de presse ici, ils sont en train de se constituer un peu comme un cartel. Et l'objectif, c'est les puissances se mettent ensemble pour écarter toute concurrence et se partager le marché plutôt que se faire la guerre et se mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette idée de se partager le marché derrière cette expression de cartel. Et c'est un modèle qui va perdurer jusque dans les années 30, qui va regrouper jusqu'à 26 agences. Et pourquoi ? Parce que dans les années 30, on a des tournants géopolitiques, suite à la crise de 1929, l'Allemagne qui va devenir nazie, etc., qui font que ça va être compliqué de travailler vraiment en collaboration dans ce contexte. Alors, pour la petite information, Bernard Wolf, alors attention, Bernard c'est avec un H, ici, entre le N et le A, Bernard Wolf et Paul Julius Reuters, ce sont deux Allemands qui avaient travaillé pour l'agence Havas avant de créer ensuite leur propre agence. C'est-à-dire qu'en fait, indirectement, ici, on pourrait dire que ce sont des enfants aussi de l'agence Havas d'une certaine façon, et que ce modèle, il s'est exporté vers des ailleurs. Petit 2. L'exercice d'un monopole contestable. Premier point, un monopole sur l'information. L'agence Havas, c'est la première entreprise qui a une vision mondiale concernant l'information. Son idée, c'est qu'il faut se déployer, il faut tout le temps être dans la croissance et avoir la géographie qui soit la plus globale possible. Avec cette idée de créer ce qu'on appellerait aujourd'hui des antennes de presse. Dans l'expression antenne, il y a l'idée d'être connecté. Et au début, antenne de presse, c'est vraiment l'idée d'être connecté au sens strict du terme, de la connexion par la radio, par les voies des moyens de communication les plus rapides. Par exemple, en 1854-1856, l'agence Havas, elle est présente sur place pour la guerre de Crimée. Pendant la guerre de Sedan, en 1870, il y a un correspondant de l'agence Havas qui est sur place pour rapporter ce qui se passe pendant la bataille. Et donc, dans cette logique de déploiement, peu à peu, on va avoir des correspondants qui vont être présents sur tous les territoires et qui vont rapporter toutes sortes d'informations, des informations sur la vie politique, des informations sur le cours des bourses, sur les affaires de certaines affaires de faits divers, etc., qui sont
sensibles, enfin qui peuvent, entre guillemets, qui sont sensibles d'être commercialisés, qui peuvent devenir quelque chose qui intéresserait des journaux qui achètent de l'information. Cette stratégie de déploiement, elle conduit aussi l'agence Havas à racheter ses concurrents. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, l'idée c'est soit vous ralliez, vous vous alliez à nous, soit vous êtes un concurrent et on va vous faire disparaître. Il y a cette idée finalement de construction ici d'un monopole de l'information. En France, Havas, il va exercer un monopole de fait sur la fourniture des informations internationales. C'est-à-dire qu'au final, tous les journaux français, s'ils veulent des informations qui viennent de l'étranger, ils vont devoir passer par l'agence Havas parce qu'il n'y a pas d'autre agence qui existe. Et ça pose un premier problème. C'est-à-dire que le problème, c'est quelle que soit notre ligne éditoriale, l'information brute, elle vient du même endroit, de la même source. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu si c'était des fabricants de boissons, l'eau qu'ils mettraient dans leur matière première, elle vient toujours du même endroit. Bon. Après, il y a la valeur ajoutée. Le pouvoir politique, ça, il l'a très vite compris. Il l'a même compris depuis longtemps. L'intérêt du monopole et finalement, comment on pourrait l'utiliser à des fins discutables. La preuve, c'est qu'en 1840, on a déjà Honoré de Balzac, oui, lui-même, dans la revue parisienne, qui écrit à ce propos et qui critique ce monopole qu'exerce sur l'information l'agence Havas. Le fait qu'il n'y ait pas d'autres voix qui puissent s'exprimer. Deuxième point, un monopole sur la publicité. En 1852, donc avant la mort de Charles-Louis Havas, l'agence va créer une branche publicitaire. L'objectif de cette branche publicitaire, c'est de financer la branche information et ses transformations. Mais très vite, le constat, il est dressé. C'est une manne financière importante qui va prendre de plus en plus d'ampleur. En 1857, l'agence Havas, elle va s'associer avec la Société Générale des Annonceurs. La Société Générale des Annonceurs, elle a déjà le monopole de la publication dans 6 journaux. Donc, ce monopole qu'a sur l'information l'agence Havas, elle est en train également de le faire s'exprimer dans le champ de la publicité. En fait, la régie publicitaire, elle fait quoi? Elle achète aux journaux des espaces publicitaires. Et ces espaces publicitaires, ensuite, ils sont revendus à des annonceurs. Et puis, au passage, l'agence Havas, elle prélève une commission. En fait, les journaux, parfois, pour eux, ça serait un petit peu long d'aller chercher un par un les annonceurs. Donc, il y a une agence qui va s'occuper, une régie publicitaire qui va s'occuper de centraliser ces différentes agences. En fait, l'agence Havas, elle va devenir donc le lien entre la presse et les commerçants, ceux qui veulent qu'on fasse leur publicité dans les journaux. Pour les journaux, l'intérêt, c'est simple. Ce sont des revenus qui vont tomber, des rentrées d'argent, et c'est aussi un moyen de payer son abonnement envers l'agence Havas. Pourquoi? Parce que l'agence Havas, elle ne les donne pas gratuitement, ces informations, elle les fait payer. Elle les fait payer un certain prix. Et donc, par cet intermédiaire, on peut payer notre abonnement à l'agence et être sûr ensuite de toucher des revenus directement sur les ventes de l'information. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que l'agence Havas, elle exerce un double monopole. Monopole sur l'information, monopole sur la publicité. L'agence, elle gère les dépêches et leur diffusion. Et en même temps, la publicité dans les organes de presse. Donc l'agence, elle est devient immense en fait à partir du moment où il y a ce double monopole. Et en 1879, l'agence Havas, en fait, elle est devenue une société anonyme puissante.
C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'entreprise familiale créée par Charles-Louis Havas. Troisième point, une agence trop influente. Une agence trop influente. Pour les décideurs politiques, pour les grands acteurs économiques, eh bien, l'intérêt de l'agence Havas, c'est qu'elle est un moyen de transmettre leurs paroles. C'est-à-dire qu'on peut acheter la correspondance d'Havas. Et c'est ce que va faire Charles-Louis Havas au tout début, c'est-à-dire qu'il va se charger de la correspondance ministérielle en échange de quelques petits avantages concrets. Par exemple, avoir accès au réseau télégraphique, on l'a dit précédemment. C'est-à-dire qu'à ses débuts, l'agence, elle est soutenue par le gouvernement et elle soutient aussi le gouvernement. Si on fait un bond dans le temps, pendant la Première Guerre mondiale, l'agence Havas, elle va diffuser uniquement les communiqués du gouvernement. C'est-à-dire qu'elle ne va pas diffuser d'autres informations. Elle ne va diffuser que les communiqués du gouvernement, ce qui limite. Et ce qui va faire que certains journaux vont essayer de chercher de l'information ailleurs. C'est le cas par exemple du Canard enchaîné. Après la guerre, le gouvernement, il va aider l'agence. Pourquoi ? Parce qu'elle est un allié de circonstance, notamment dans la lutte contre la propagande française, enfin pas propagande française, mais en Asie par exemple, il y a une propagande anti-française au lendemain de la Première Guerre mondiale, et donc l'intérêt c'est d'avoir un allié sur place, l'agence Havas, qui va lutter contre cette propagande anti-française. Donc le gouvernement, il aide l'agence, et il l'aide à se déployer dans l'ensemble du monde. Alors comment ? En lui donnant des aides financières, et puis aussi parfois en mettant à disposition des postes de fonctionnaires. Ça va jusque-là. Le problème, il reste le même. Il y a une certaine uniformisation de l'information. C'est-à-dire que tous les journaux ont la même source, et puis si la source elle est un petit peu corrompue, ou si elle est un petit peu orientée ou limitée à certains secteurs, eh bien elle n'est pas totalement objective, ou elle manque à son ouverture nécessaire pour que l'expression critique puisse se dérouler. Alors cette uniformisation de l'information, elle était déjà dénoncée par exemple par Léon Blum dans Le Populaire. En fait, dans Le Populaire, le journal Le Populaire, Léon Blum, il critique le système Havas, et il s'en prend tout particulièrement au lien très fort qui existe entre l'information et la publicité. Et quand le Front Populaire arrive au pouvoir, eh bien, il y a cette volonté ici d'essayer d'interdire la publicité aux agences de presse. Bon, ça sera un échec, mais il y avait cette volonté de le faire. Au problème politique qu'on vient d'évoquer, s'ajoute aussi l'absence d'indépendance. C'est-à-dire que ce que dit Léon Blum, c'est que quand on associe l'activité d'information et l'activité de publicité, ça pose aussi un autre problème. La dépendance des journaux face aux annonceurs. C'est-à-dire que les annonceurs, ils peuvent exercer un regard critique sur ce qui paraît dans la presse. Parce qu'à partir du moment où vous diffusez l'information d'une entreprise, est-ce que vous pouvez la critiquer dans un journal aussi librement que vous le voulez ? Et si vous la critiquez, l'entreprise peut dire moi je retire mes publicités de vos pages. C'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a par exemple, Nestlé protège Zinedine Zidane. Pourquoi ? Parce que Zinedine Zidane, pendant longtemps, a fait de la communication pour l'entreprise Nestlé. Et dès qu'un journal, par exemple l'équipe, se mettait à avoir un regard un petit peu critique sur Zinedine Zidane, eh bien Nestlé retirait ses publicités du journal. Or Nestlé, c'est un groupe puissant. Donc de fait, il y avait une sorte de prise au piège ici des journaux par rapport à l'annonce. Voilà. Ça, c'était une illustration contemporaine de cette problématique. Petit 3. Vers une agence indépendante. Alors, vers une agence indépendante. Premier point, l'agence Havas face à la guerre. Alors là, on parle de la Deuxième Guerre
mondiale. On a déjà parlé de la première précédente. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France va être un État collaborationniste. C'est-à-dire qu'après la signature de l'armistice par Philippe Pétain, c'est le régime de Vichy qui se met en place, qui collabore avec l'Allemagne nazie, et l'agence Havas, elle va être nationalisée. C'est-à-dire qu'en fait, l'agence Havas ne va plus exister, elle va devenir une autre entité, l'OFI. L'OFI, ça veut dire l'Office française d'information. Et donc, il y a une chape de plomb qui tombe sur l'information. Bah là, c'est directement le régime de Vichy qui envoie l'information par l'intermédiaire de l'OFI. C'est l'État lui-même qui est à la source de l'information. L'agence Havas, elle va quand même survivre. En fait, elle est transformée, mais elle va garder une chose, l'agence Havas. Elle va garder le secteur publicitaire. C'est-à-dire qu'elle va continuer à faire vivre les journaux qui sont autorisés au travers des publicités en vendant des espaces publicitaires. Mais elle n'a plus la main sur l'information. Là, c'est l'État qui se la garde parce que pour lui, c'est trop sensible. Or, la guerre, elle se fait aussi avec des informations. C'est-à-dire qu'on a besoin de diffuser ces informations à soi, SES. Voilà pourquoi à Londres, là où se sont réfugiés les partisans de la France libre, les partisans du général de Gaulle, après l'appel du 18 juin, à Londres va être créée l'AFI, l'Agence française indépendante. Et cette agence française, elle vise à diffuser les informations de la France libre, de la France qui refuse la défaite. L'AFI, elle va rejoindre le gouvernement d'Alger en 1944 et elle va devenir l'AFP. Mais l'AFP de 1944, c'est pas la même que l'AFP d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cet acronyme AFP, il faut comprendre l'Agence française de presse. On n'est pas encore à l'Agence France Presse. Là, pour l'instant, c'est l'Agence française de presse. Et avec la Libération, c'est le retour à Paris. Et cette agence française de presse, elle est placée sous la tutelle de l'État directement, et elle va devenir l'agence France Presse. C'est-à-dire que là, on est dans une situation exceptionnelle au lendemain de la guerre. Encore une fois, ce sont des politiques, c'est le gouvernement qui va contrôler l'information. Donc, en fait, on a une substitution d'un acteur à un autre. L'agence France Presse, elle est un établissement public et le directeur général, il est nommé par le gouvernement. Son budget, il est lié directement à l'État. C'est-à-dire que là, la dépendance, elle est directe. Deuxième point, le tournant de 1957. 1957, c'est un tournant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de privatisation qui est mise en place. En fait, l'AFP va devenir par là indépendante. C'est une entreprise qui n'appartient plus à l'État. Le problème, il est économique du coup. Pourquoi ? Parce que ce désengagement de l'État, il menace les recettes. Et cette menace, elle pèse sur l'entreprise qui peut disparaître, ne plus exister. Donc il y a un nouveau statut qui est créé, qui va rester en grande partie particulier. Pourquoi ? Parce que l'État va quand même financer des abonnements pour empêcher la disparition de l'agence France Presse. En fait, l'État il va financer des abonnements. C'est comme ça qu'il va s'y prendre. Et ces abonnements, ils sont responsables de 50% des budgets de l'AFP quand même. Donc l'indépendance de l'AFP suite à sa privatisation en 1957, d'une certaine façon, elle est discutable. Est-ce qu'il y a une réelle neutralité ? Dans l'absolu, oui. Dans la pratique, on pourrait en douter. Ensuite, le nouveau statut, il précise l'AFP est un organisme autonome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'AFP n'a pas d'actionnaire. Il n'y a pas d'actionnaire. Pourquoi ? Le but, c'est d'empêcher aux entreprises très riches ou à des très riches particuliers de prendre le contrôle de l'agence France Presse. L'objectif, c'est que l'État, ici, soit présent pour garantir l'indépendance de l'agence. Et c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que l'État va financer une partie du budget de l'agence pour qu'elle soit indépendante. L'entreprise Havas, elle devient quoi dans tout ça ? L'entreprise Havas, elle continue d'exister, mais comme entreprise de
publicité. Une entreprise de publicité qui cherche quand même à remettre la main sur les médias et sur l'information. Elle va fonder des périodiques gratuits, notamment à Marseille. Elle va créer un périodique gratuit dans les années 70 déjà. Elle va aussi participer, l'agence Havas, à la création d'une chaîne télévisée à péage, l'entreprise Canal+. Donc aujourd'hui, l'agence Havas, elle appartient à un groupe culturel plurinational, le groupe Vivendi, qui est spécialisé dans les médias et la communication. Et l'air de rien, l'agence Havas, elle reste la 6e agence de publicité au monde. Donc elle n'est pas tombée dans l'oubli. Pour les connaisseurs, l'agence Havas, ça veut toujours dire quelque chose. Dernier point. Une agence en réseau. L'AFP, ce sont plus de 5000 dépêches qui sont émises en 6 langues. Mais l'AFP ne fait pas aujourd'hui que des dépêches. L'AFP, elle fait aussi des photographies. Elle réalise aussi maintenant des vidéos et elle produit aussi du contenu multimédia. Elle s'est diversifiée, elle s'adapte aux outils. L'AFP tweet. L'AFP fait du Facebook, l'AFP, je sais pas s'ils ont un compte Instagram, j'ai pas regardé. Peut-être, vous ferez la recherche et vous me direz. L'AFP, c'est plus de 2000 collaborateurs qui sont dans 150 pays. Elle travaille, l'AFP, avec d'autres grandes agences. C'est-à-dire qu'elle travaille toujours avec l'Associated Press, qui existe, qui est basée à New York. Elle travaille toujours avec Reuters, qui est à Londres, et puis à Berlin, c'est plus l'agence Wolf, c'est DPA. Pourquoi ? Parce que l'agence Wolf, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou du moins pendant le nazisme, elle aussi, elle n'a pas survécu au processus. Cette agence en réseau, elle est aussi liée aux transformations de l'outil de communication. C'est-à-dire que l'AFP, elle est aussi touchée par la révolution numérique. C'est-à-dire qu'elle essaye de s'investir dans ces outils numériques, mais elle est parfois coiffée par le poteau. C'est-à-dire que parfois l'information va plus vite que l'AFP elle-même. C'est-à-dire que l'AFP, c'était des grands scoops. La mort de Staline, c'était un scoop de l'AFP. En fait, on a l'agence France Presse qui capte sur ses ondes radio des informations qui viennent de Moscou et dans lesquelles on apprend la mort de Staline. Et donc ça va être la première. C'était l'agence Havas pour le coup ici l'agence France Presse, c'était bien l'agence France Presse, excusez-moi, qui relatait la mort de Staline. Quand Ben Johnson gagne le 100 mètres des Jeux Olympiques, voilà. Où est-ce qu'ils étaient ces Jeux Olympiques ? C'est pas Los Angeles, c'était après, en 90 je crois, Ben Johnson. 94, non, Ben Johnson, c'est... Bon, bref, Ben Johnson, c'est un athlète canadien, et en fait, il est disqualifié aux 100 mètres des Jeux Olympiques parce qu'en fait, il est positif au contrôle antidopage. Et les premiers à annoncer le scoop, c'est l'AFP. Aujourd'hui, l'AFP, elle annonce toujours des informations, mais elle est parfois un peu moins réactive que le sont directement les réseaux sociaux. C'est-à-dire, sur Twitter, l'information a circulé presque plus vite que l'agence AFP, qui, du coup, était un petit peu dépassé. Parce qu'en fait, à partir du moment où tout le monde produit de l'information, le travail de l'AFP, ça va être parfois d'essayer dans cette diversité de canaux, de savoir lequel raconte quelque chose de vrai, lequel ne raconte pas quelque chose de vrai. Bon, et la question de l'indépendance, elle reste toujours d'actualité parce que l'agence France Presse, eh bien, elle vend, elle aussi, ses productions. Voilà. Eh bien, on n'a pas pris le temps de développer beaucoup de documents, mais vous avez déjà travaillé mardi sur les documents, donc je n'ai pas estimé utile d'y revenir, mais vous les avez peut-être mieux compris maintenant que vous avez l'essentiel de l'information illustrative qui va avec le contenu. Voilà, quoi faire pendant les vacances ? Lire, ce serait bien. Voilà, vous pouvez lire des informations, approfondir ce qu'on a déjà vu. Alors, certains m'ont posé la question, monsieur, c'est quoi ce film qui illustrait le jalon numéro 3 de la première partie ?
Alors c'est une photographie qui est extraite d'un film qui s'appelle War Game. En fait, le film War Game, c'est un film un peu de geek aujourd'hui. C'est un jeune élève qui a votre âge. Alors attention, le doublage français, il est croustillant à cause des voix qui ressemblent pas du tout à des voix d'adolescents. Et puis la fille, elle passe son temps à ricaner bêtement. C'est presque affligeant, mais ça rend collector la version française. Si vous avez la version doublée, c'est mieux, hein, bien sûr. Avec des acteurs qui ont eu des grandes carrières dans les teenage movies, hein, dans les films de teenagers. Le garçon, il tient le rôle principal dans La folle journée de Ferris Bueller. L'actrice, elle joue dans cet excellent film où ils sont tous collés le samedi matin. Breakfast Club, voilà. C'est un super film de super teenage movie, c'est un genre à part. Bon bref, je suis en train de m'écarter du sujet. Donc le film War Game, il relate l'histoire d'un petit jeune qui se connecte à l'ordinateur de la sécurité internationale et qui commence à jouer une partie avec l'ordinateur et il manque sans le vouloir de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Voilà, ça c'est le synopsis du film pour ceux qui se posaient la question. C'est un film très intéressant qui n'a rien à voir directement avec l'information mais qui a bien à voir avec Internet et les débuts de la communication d'ordinateur à ordinateur par ligne de code. Et quand j'étais plus jeune que vous, encore, hein, ce film, il a marqué les esprits parce que c'était la première fois qu'on se rendait compte qu'on pouvait parler d'un ordinateur à un autre et ça ouvrait de très nombreuses perspectives. Voilà. Eh bien, bon congé et on se retrouve à la rentrée. Au revoir.